Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h31. Nous ouvrons le conseil municipal de ce jour du 1er décembre 2021. Nous allons passer à l'appel nominal. Monsieur Péan. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Monsieur Denis. Madame Amar. Monsieur Alté. Monsieur Bellassel. Monsieur Mahé. Monsieur Soronellas. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Marteneau. Madame Pérouse. Madame Personne. Madame Ovaldé. Madame Bussolo-Ponce. Madame Gendard. Madame Cissé. Monsieur Page. Monsieur Morera. Madame Cachère. Monsieur Pilon. Madame Kalatassane. Madame Mazouko. Absente. Monsieur Sartou. Absent. Monsieur Trigance. Absent. Monsieur Ben Saïd. Absent. Monsieur Oliveira. Absent. Madame Bienvenue. Absente. Monsieur Audebert. Absent. Madame Amoré. Madame Poirier. Absente. Merci, Monsieur Péan. Nous allons commencer ce conseil municipal en proposant la nomination d'un secrétaire de séance en la personne de Madame la Première Adjointe. Est-ce que vous l'acceptez ? Merci, Madame la Première Adjointe. Nous allons passer au premier point, donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2021. Y avait-il des observations ou des informations complémentaires ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à son adoption ? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le premier point qui concerne les informations générales. Alors, plusieurs choses. Un qui était indiqué dans le rapport et un autre qu'on ajoutera compte tenu de l'actualité sanitaire. Sur le premier point, donc sur le mois de Noël, vous avez pu constater, merci, le lancement des illuminations de Noël qui lançait le mois de Noël. Alors, le mois de Noël consiste en plusieurs festivités qui regroupent et qui sont présentées dans le magazine municipal qui a commencé à être distribué dès hier et qui doit continuer à être distribué donc aujourd'hui et demain dans tous les quartiers de la ville. Ces événements sont organisés par les services municipaux, notamment l'événementiel, le tourisme, les dynamiques locales, la communication, la culture, le support des services techniques, évidemment, les finances, prévention jeunesse, CCAS et divers et autres et scolaires, périscolaires, également sur les activités. Et nous avons évidemment le concours d'associations et de bénévoles que je tiens vivement à remercier. Alors, pour le déroulé du programme du mois de Noël, il commence par le Salon des Arts Créatifs qui sera lancé ce samedi et dimanche à l'Hôtel de Ville. Évidemment, pour toutes les manifestations en intérieur, le pass sanitaire est nécessaire. Donc, sur le Salon des Arts Créatifs, il y aura la vente de petits artisanats avec plus de 31 artisans. Madame Eftekari, vous me corrigez si je me trompe, avec des commerçants et des artisans locaux, en tout cas de Neuilly-sur-Marne et des alentours, qui vendront des objets pour les décorations de Noël et pour garnir la table de Noël ou les cadeaux de Noël. Première chose. Ensuite, il y aura le marché de Noël. Le marché de Noël sera lancé à partir de mercredi 8 décembre, donc mercredi prochain, sur la place de l'église, avec des ventes de produits divers et de commerces divers, alimentaires et autres, et également le village de Noël donc, qui s'y situera, cette fois du 8 au 24 décembre. Donc le marché de Noël, c'est du mercredi au dimanche compris, donc du 8 au 12. Le village de Noël, du 8 au 24 décembre. Avec des animations tous les jours, des spectacles. Venez en famille et profitez de tout ceci.
La fête foraine, quant à elle, se déroulera du 10 décembre au 2 janvier sur la place Stalingrad de Neuilly-sur-Marne. Et quelques animations ont été soulignées, notamment le rallye des institutions. Donc il s'agit d'une chasse au trésor dans la ville. Le 22 décembre, un spectacle donc de Cartman le 10 décembre. N'hésitez pas à vous inscrire en téléphonant au numéro indiqué dans le magazine de la ville. Et la distribution des colis de Noël aux aînés, donc ce samedi, lundi et mardi 7, à la salle Pagnol, sont invités à venir les personnes de 68 ans et plus. Et on fera une information tout à l'heure. Si vous avez 68 ans ou plus, que vous habitez la ville et que vous n'avez pas reçu le courrier violet qui a été envoyé à tout le monde, alors on a eu des retours de NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée, donc il y a peut-être des problèmes d'adressage. N'hésitez pas à contacter rapidement les services de la ville, donc en appelant l'accueil de la ville ou en envoyant un mail à noël@neuilly-sur-marne.fr. noël@neuilly-sur-marne.fr, tout attaché, sans accent évidemment. Le premier point. Le deuxième point sur la vaccination à Neuilly-sur-Marne. Pour rappel, nous avions un centre de vaccination du 18 janvier 2021 jusqu'au 30 octobre 2021 également. Donc quasiment 10 mois de vaccination à la salle Marcel Pagnol. À la mi-octobre, le préfet de Seine-Saint-Denis et l'ARS avaient annoncé la fermeture des centres de vaccination des villes du sud de la Seine-Saint-Denis et étaient concernés par exemple Neuilly-sur-Marne d'une part, Noisy-le-Grand, Gagny, il y avait, il me semble, Livry, le Raincy, d'autres communes du sud de la Seine-Saint-Denis. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait sur ce territoire, donc du sud de la Seine-Saint-Denis, un très bon taux de vaccination par rapport aux autres secteurs de la Seine-Saint-Denis. Il y avait un taux d'incidence également qui était inférieur au reste de la Seine-Saint-Denis. Donc des indicateurs plutôt au vert. Et il y avait surtout un changement de stratégie vaccinale qui était prévu par le gouvernement et donc mis en œuvre par le préfet, en renvoyant plutôt vers les pharmacies et les médecins libéraux. Sauf qu'en réalité, donc on a eu une réunion en visio avec l'ARS et la préfecture et le préfet, avec tous les maires de Seine-Saint-Denis et les députés, à la mi-octobre, et pour nous annoncer ces fermetures. À ce moment-là, j'ai été le seul maire à demander la prolongation de 2-3 semaines de notre centre de vaccination. Le préfet l'ARS nous avait alors répondu par la négative en disant qu'il y avait un changement de stratégie vaccinale. Bon, on aurait mieux fait de le garder puisqu'aujourd'hui on nous propose à nouveau, en tout cas nous on se bat pour, rouvrir un moyen de vaccination. Ça passera par probablement, et donc on est en train de travailler dessus avec les professionnels de santé, avec l'ARS, avec la préfecture, parce qu'on a à nouveau un besoin d'une offre vaccinale pour que les médecins et les professionnels de santé puissent vacciner. Et donc, on est plutôt parti vers une salle de vaccination qui se trouvera au même endroit, donc pas cette fois à Pagnol, dans le centre de Pagnol, mais dans la salle César qui est juste attenante à la salle Marcel Pagnol. Donc, ce sera plutôt un relais vaccinal dans cet espace-là. Donc, on espère pouvoir l'ouvrir dans les prochains jours et on y travaille avec les professionnels de santé. Voilà pour ce point introductif. Je passe la parole à M. De Chauvigny pour le point numéro 2 et la mise en place de l'opération colis de Noël pour les aînés. Bonsoir à tous, chers collègues. Donc pour la deuxième année consécutive, la municipalité souhaite reconduire pour les fêtes de fin d'année la remise d'un colis de Noël aux aînés de la ville. Cette opération à destination des Nocéens de 68 ans et plus a pour objectif de leur donner un coup de pouce en leur offrant un chèque cadeau d'une valeur de 10 €, valable chez nos commerçants partenaires, chèque valable du 4 décembre au 31 janvier 2022, un coffret de confiserie au miel et un ballotin de chocolat. Cette opération a aussi pour objectif de soutenir nos commerçants qui ont rencontré des moments difficiles pendant la crise sanitaire et qui peinent encore à retrouver un fonctionnement normal. Les colis seront distribués à la salle Marcel Pagnol les 4 et 6 décembre 2020. 4, 6 et 7 décembre 2021 de 9h à 17h. Pour les personnes empêchées, des dates complémentaires seront prévues avant le 31 janvier 2022. Nous sommes donc invités à approuver l'opération colis de Noël aux aînés et ses modalités de mise en œuvre telles que présentées ci-dessus.
il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci Monsieur de Chauvigny. Donc je rappelle que c'est dans le magazine de la ville qui est en train d'être reçu par les habitants et pour les personnes de 68 ans ou plus qui n'ont pas reçu le courrier violet, signalez-vous rapidement à la mairie ou au CCAS. Y a-t-il des questions, des observations sur ce point? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, Monsieur Slimani sur le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est le PADD et le PLUI, donc le plan local d'urbanisme qui est qui sera de compétence territoriale pour les modalités que vous allez nous expliquer. Bonsoir. Par délibération du 3 juillet 2018, le Conseil de territoire de Grand Paris Grand Est a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, défini selon les principes suivants. Anticiper la réalisation des nouvelles infrastructures de transport et créer de nouvelles opportunités de développement autour des gares actuelles et futures. Intensifier le développement économique du territoire pour favoriser l'activité et l'emploi. Constituer une armature d'espace public support de projet à partir des ex-routes nationales. Poursuivre les grands secteurs de projets de développement et de renouvellement urbain en cours. Préserver la qualité du cadre de vie du territoire et en particulier du tissu pavillonnaire et renforcer les pôles urbains des centres-villes et l'offre d'équipements. Engager le territoire dans la transition écologique et valoriser la biodiversité et la trame verte et bleue. Ce PLUI est composé de 5 documents, un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable PADD, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. La réglementation prévoit que le PADD définisse à l'échelle du territoire, premièrement, les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. Deuxièmement, les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Le PADD constitue la clé de voûte du PLUI, avec lequel l'ensemble des documents, et notamment le dispositif réglementaire, devra être cohérent. Les orientations générales du PADD, du GPGE, s'articulent autour de 4 grands axes. Axe 1, un socle écologique comme préalable au projet territorial. Axe 2, vers un territoire de projet actif et innovant qui affirme sa place dans la métropole. Axe 3, vers un territoire de proximité et de la qualité du cadre de vie. Axe 4, vers un territoire de la santé environnementale. Vous avez le détail de chaque axe dans le tableau joint à l'exposé et qui figurera en intégralité dans le procès-verbal de la séance. Les 4 axes sont accompagnés de cartographies pour les orientations générales pouvant être spatialisées. Ces orientations générales doivent faire l'objet d'un débat au sein du Conseil de territoire, ce qui a été fait le 28 septembre 2021, ainsi que dans chaque conseil municipal des communes membres. Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du débat organisé sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Merci, Monsieur Slimani. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Alors, il est proposé de prendre acte. Donc, nous prenons acte s'il n'y a pas d'observation. Je vous en remercie. Le point numéro 4, donc la commission locale d'évaluation des charges territoriales de l'EPT Grand Paris Grand Est et la modification de la représentation de la commune. À l'EPT, donc au territoire Grand Paris Grand Est, la CLECT, donc la commission locale d'évaluation des charges territoriales, est justement là pour déterminer les contributions des villes au fonctionnement du territoire. Il y avait une première désignation qui avait été faite en désignant Madame Martenot comme représentante titulaire et Monsieur Denis comme représentant suppléant, compte tenu du fait que tous les débats sur la CLECT
porte sur les aspects financiers, budgétaires, et que toutes les villes y ont fait siéger leurs adjoints aux finances. Il est proposé donc de modifier, donc de procéder à l'ajustement, et en mettant Monsieur Lepont, qui est représentant, donc qui est adjoint au maire en charge des finances, comme représentant titulaire en sa qualité de maire adjoint en charge des finances, et Madame Martonneau comme représentante suppléante, étant donné qu'elle était désignée comme titulaire. Les élus sont invités à se prononcer sur la modification des représentants de la commune de Neuilly-sur-Marne au sein de la CLACT de GPGE. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui, Monsieur Trigance. Oui, bonsoir, chers collègues. Juste une explication de vote. Nous ne prendrons pas part à ce vote. C'est noté. Y a-t-il des questions, des observations autres? Non. Alors, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité en dehors des personnes qui ne prennent pas part au vote. Merci. Madame Page, le point numéro 5 sur la convention avec la métropole. Donc la métropole du Grand Paris, qui n'a rien à voir avec Grand Paris Grand Est, qui n'a encore moins quelque chose à voir avec Grand Paris Aménagement. Je tiens à le rappeler, parce que tout le monde s'appelle Grand Paris, mais ça regroupe des réalités très différentes. Donc convention avec la métropole du Grand Paris sur l'attribution d'une subvention dans le cadre de l'appel à projet Merisier. Bonsoir à tous. Le 8 septembre 2021, le Conseil municipal a approuvé les conventions de partenariat avec la métropole du Grand Paris dans le cadre du problème ACTI 2, donc qui signifie Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, sa deuxième édition, pour l'apport d'un financement via des appels à manifestation d'intérêt. Ce programme peut prévoir également un apport de financement via des appels à projets aux collectivités lauréates pour 3 types d'actions, donc déployer un réseau d'économes de flux mutualisés, accompagner la réalisation d'études technico-économiques et enfin permettre le financement de la maîtrise d'œuvre ou l'achat d'équipements de suivi des travaux de rénovation énergétique. La ville de Neuilly-sur-Marne, de son côté, a intégré le groupement de la métropole du Grand Paris pour participer au projet nommé Merisier, lancé par les collectivités de la région Île-de-France pour la réalisation d'actions à destination des bâtiments scolaires. Les actions présentées par la ville représentent un montant global de 351 045 € pour la réalisation de 3 audits énergétiques, 13 audits d'exploitation-maintenance, 4 études thermiques et simulations thermodynamiques, et enfin une prestation de maîtrise d'œuvre. Ces 4 types d'actions ont obtenu un financement à hauteur de 112 837 €, ce qui représente 32% de leur coût. Pour permettre à la municipalité de bénéficier de ces aides, il est nécessaire de signer 2 conventions. Une convention cadre multipartite entre la FNCCR, la MGP et l'ALEC MVE, ainsi que les différentes communes qui se sont portées candidates au groupement. La convention définit le cadre de partenariat entre les parties pour le déroulement opérationnel du programme. La seconde convention est une convention bilatérale entre la ville et la métropole du Grand Paris pour organiser le reversement de la subvention octroyée au titre du programme. Nous sommes donc invités à approuver les termes des dites conventions précitées et à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer, ainsi que tout document y afférent. Merci Madame Page. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Pilon, sur le point numéro 6, les chartes relatives à l'échange d'informations au sein des groupes de travail bailleurs et de prévention de l'entrée dans la délinquance des mineurs dans le cadre du CLSPDR, donc une action de prévention. 2 groupes spécifiques ont été organisés et je vous laisse le soin de les présenter. Donc à destination des bailleurs et des mineurs, avec toutes les problématiques qui sont très importantes et qui nous concernent. À vous la parole. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Il nous est proposé à travers cette délibération de poursuivre le renforcement de notre réseau partenarial en matière de prévention de la délinquance, dans le prolongement des différentes réunions du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, CLSPDR, qui se sont tenues à l'Hôtel de Ville depuis maintenant plus d'1 an et demi, des axes de travail que nous avons pu définir dans le cadre de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de sécurité,
et des actions menées dans les collèges et lycées de la ville, mais aussi en partenariat avec les bailleurs sociaux. Pour rappel, le CLSPDR a pour objectif de mettre en œuvre des actions qui visent à améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre, police nationale et municipale, répondre à l'insécurité du quotidien et renforcer la confiance et l'amélioration des relations entre la police, les institutions et la population. Les principes du CLSPDR reposent sur les 4 axes majeurs suivants. Mener une action forte afin de lutter contre la délinquance présente dans le patrimoine des bailleurs sociaux, soutenir un partenariat entre les services de l'État, les élus locaux, les bailleurs sociaux ainsi que les associations et des organismes divers, mettre en œuvre les politiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation et améliorer l'articulation entre les contrats de ville et les stratégies locales de sécurité. À Neuilly-sur-Marne, le CLSPDR s'intègre dans la politique municipale de prévention et de sécurité, dont nous pouvons notamment citer les principales actions suivantes: la création d'une police municipale, la signature d'une convention avec l'association Aurore, l'arrivée prochaine d'une intervenante sociale au commissariat de Neuilly-sur-Marne, l'accueil de personnes placées sous main de justice, à travers les travaux d'intérêt général, les TIG, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération, ou encore les actions du programme de réussite éducative, le Pass Jeune Citoyen ou le club de prévention. Dans la continuité de cette dynamique, la ville de Neuilly-sur-Marne a opté pour la création de 2 premiers groupes de réflexion et d'échange qui seront animés par le coordinateur du CLSPDR, que je tiens à remercier. Le premier groupe, le groupe Bailleurs, qui a pour objectif la mise en évidence des problématiques communes à l'ensemble des bailleurs sociaux et la recherche de solutions, tant en matière de tranquillité résidentielle que de sécurité publique et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce groupe doit favoriser l'amélioration des relations des bailleurs avec leurs partenaires, mairie, police nationale, police municipale, les échanges de bonnes pratiques, la clarification des compétences et des rôles dans les espaces publics, privés et mixtes, la mise en place, si cela apparaît nécessaire, au rétablissement de la tranquillité, d'une démarche territorialisée de traitement et de prévention de la délinquance. Et le second groupe, le groupe mineur, ou encore appelé groupe prévention de l'entrée dans la délinquance des mineurs. Ce groupe réunira des représentants de l'éducation nationale, du parquet, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la brigade locale de protection de la famille, BLPF, des services sociaux, des associations spécialisées et des services de la ville, police municipale, programme de réussite éducative, centre social, service jeunesse prévention, ou encore l'intervenante sociale en commissariat. Il aura pour objectif de prévenir les ruptures pouvant conduire à l'entrée dans un parcours délinquant en proposant des réponses collectives et coordonnées, éducatives et ou judiciaires, aux premiers actes de violence, d'incivilité ou de délinquance. Il permettra également de partager un diagnostic sur les mineurs concernés, d'améliorer la connaissance réciproque des intervenants, des actions qu'ils conduisent afin de favoriser la confiance mutuelle et d'assurer le maillage des acteurs. Ces 2 groupes, les groupes bailleurs et mineurs, ont pour objectif de mettre en évidence des problématiques communes et de rechercher des solutions adaptées en matière de tranquillité résidentielle et d'intervention personnalisée auprès de jeunes en difficulté. Afin d'encadrer et de sécuriser l'échange d'informations entre les institutions et les organismes publics et privés appelés à siéger lors des réunions, il est nécessaire que les membres de chacun des 2 groupes adoptent les chartes de confidentialité annexées au présent rapport. Elles définissent notamment les objectifs, la composition des groupes et leur fonctionnement, la nature des informations échangées et le respect de la protection des données personnelles selon la législation en vigueur. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les 2 chartes présentées en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte relative au groupe Bailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Pilon. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, madame. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, notre groupe votera favorablement pour ces 2 propositions de constitution de groupe. Nous sommes aussi désireux que vous d'assurer aux Nocéennes et Nocéens la tranquillité publique qu'ils méritent. Nous notons aussi tous les points de vigilance quant au strict respect de la diffusion limitée des informations sensibles. Nous serons attentifs à ce que ces derniers soient respectés, aussi bien pour ne pas stigmatiser des familles que pour ne pas mettre en danger les professionnels concernés. Voilà. Merci pour ces précisions. Effectivement, ces chartes sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent vraiment un travail en confiance entre professionnels, entre techniciens.
Nous, le rôle de la municipalité, ce n'est pas forcément d'être dans ces groupes restreints, mais de les animer, c'est-à-dire de les mettre en place, de relancer, d'organiser, de mettre à disposition notamment les locaux et de mettre à disposition le coordinateur qui s'occupera de faire vivre ces groupes. Mais ces groupes, effectivement, travailleront entre professionnels, donc le groupe bailleur, notamment avec tous les bailleurs de la ville, avec la police nationale, la police municipale, avec les différents intervenants qui peuvent être concernés, et donc sur l'espace public, et notamment pour le groupe mineur, là ce seront plutôt les associations, donc Aurore qui a été notamment indiquée, le procureur de la République et son représentant, le représentant du préfet et les principaux chefs d'établissement concernés par les problématiques soulevées. Cette précision étant faite, le Conseil est invité à en délibérer. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contraires? Unanimité, et je vous en remercie. Monsieur Lepont, le point numéro 7 sur la subvention dans le cadre du FIA, donc le Fonds d'initiative associative. Bonsoir à tous. Le FIA, donc Fonds d'initiative associative, s'inscrit dans le cadre du contrat de ville. Il a pour but de financer les micro-projets ponctuels réalisés et mis en œuvre directement par les associations locales. Ce dispositif figure parmi les orientations prioritaires de la commune en matière de politique de la ville, telles que le soutien aux initiatives associatives et la démocratie participative. Au titre de la programmation 2020, une subvention globale de 9 000 € a été attribuée. Le Conseil citoyen de Neuilly-sur-Marne est chargé pour sa part d'étudier les projets et de s'assurer de la pertinence des actions présentées afin d'allouer la subvention FIA aux porteurs. Les projets nécessitant une aide financière comprise entre 1 500 et 3 000 € requièrent la saisine du conseil municipal. C'est donc dans ce contexte que l'Assemblée est aujourd'hui sollicitée pour autoriser le versement d'une subvention de 3 000 € à l'association de soutien au conseil citoyen dans le cadre de l'aménagement de la maison du projet du renouvellement urbain. L'objectif étant de contribuer à l'achat d'outils pédagogiques afin de permettre la mise en place d'ateliers d'échange avec les habitants sur la construction du projet urbain. Il est donc demandé aux élus d'autoriser le versement de ladite subvention. Le Conseil est invité à en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 8 sur les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Il s'agit d'une délibération classique avant l'adoption du BP, donc du budget primitif 2022, compte tenu du fait que ce budget passera en mars. Et donc il s'agit de recouvrer les recettes et d'engager les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget précédent pour le fonctionnement, et en investissement dans la limite d'un quart des crédits de l'exercice précédent. Vous avez le détail dans le tableau annexé. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Ok. Merci. Le point numéro 9, versement par 12e de subventions aux associations. Monsieur Lepont. Dans l'attente du vote du budget 2022, certaines associations ont demandé le versement d'acomptes mensuels afin de pallier leurs difficultés de trésorerie, et ce, dans la limite d'un 12e de subvention inscrite au budget primitif 2021. Un détail des associations bénéficiaires est joint. Pour information, les associations dont le montant de subvention octroyé est supérieur à 23 000 € devront signer une convention d'objectifs avec la ville visant à définir les actions financées et les modalités de versement, et ce en application d'une circulaire du 18 janvier 2010. D'autre part, le conseil municipal souhaite faire bénéficier de cette disposition au centre communal d'action sociale. Les élus siégeant au conseil d'administration des associations listées sont invités à se faire connaître et ne pas prendre part au vote, et ce conformément à l'article 2 de la charte éthique élue adoptée par délibération du 5 juillet 2020. Il est demandé au conseil municipal de verser
des acomptes mensuels dans la limite d'un 12e de subvention inscrite au budget primitif 2021 dans l'attente du vote du budget 2022, d'approuver le versement par 12e des subventions aux associations citées ainsi qu'au Centre communal d'action sociale, de s'engager à porter au budget primitif 2022 le montant des subventions ainsi attribuées. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Lepont. Alors pour les élus qui sont dans les différentes associations ou le CCAS, etc., je vous demanderai à la fin de venir vous présenter auprès de Madame Courtois pour ne pas être pris en compte dans le vote. Je vous en remercie. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, nous voterons cette délibération, mais puisque nous évoquons la vie associative, on peut regretter, et donc nous regrettons en ce qui nous concerne, qu'alors que énormément de moyens ont été tous ces derniers mois, on va dire, consacrés, pour ne pas utiliser d'autres mots, à la communication municipale, certaines associations comme l'association Nocéenne des familles, qui organise depuis des décennies sur notre ville des actions de solidarité en direction des Nocéennes et des Nocéens, finalement n'est plus disposée. D'abord, ils n'ont pas pu avoir leur manifestation d'indiquer dans le journal de la ville, alors même que dans ce journal de la ville, ce soir, sont indiqués, sont déjà publiés, avant même notre séance du conseil municipal, des délibérations du conseil municipal, avant même qu'elles soient passées ce soir. En tout état de cause, leur manifestation n'a pas été indiquée dans le journal de la ville. Et de surcroît, franchement, proposer 100 photocopies noir et blanc comme celle-ci à cette association pour faire connaître cette manifestation qui, en termes de solidarité, est somme toute exemplaire, c'est particulièrement regrettable. Monsieur Trigance, que les choses soient claires, les associations sont placées sur un régime d'égalité, donc elles sont traitées de manière équitable, et je peux vous assurer que toutes les associations ne font pas de demande de A4, A5, A3, comme l'a fait l'association que vous indiquez. Par ailleurs, l'association que vous indiquez avait fait une demande pour une foire qui, en principe, ne pouvait avoir lieu, car il y avait le centre de vaccination dans la salle Marcel Pagnol. Sauf que, le centre ayant fermé le 31 octobre, nous avons nous-mêmes proposé à l'association, et pour en avoir échangé avec plusieurs membres, de leur mettre à disposition la salle et de tout organiser pour que la foire puisse avoir lieu. Donc je ne vois pas pourquoi vous cherchez inutilement à polémiquer. Ensuite, dans le journal de la ville, si vous l'aviez bien lu, il est précisément indiqué que les délibérations n'ayant pas été présentées au conseil municipal, ça n'est que l'information des sujets qui seront traités au conseil municipal. Donc rien d'autre. Voilà. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? J'ai répondu, M. Trigance. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10, Monsieur Lepont, sur le budget du centre équestre et l'ajustement de la subvention d'investissement. Décidément, il y a beaucoup de choses qui tournent sur les finances. Lors de sa séance du 11 avril 2018, le conseil municipal validait la prise en charge de l'ensemble des travaux de restructuration du centre équestre municipal, qui ne pouvaient être supportés par les usagers sans augmentation excessive des tarifs. Pour mémoire, le coût global des travaux était estimé à l'époque à 2 millions d'euros. Le 19 décembre 2018, en application de l'article L224-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal attribuait une subvention complémentaire d'investissement de 570 000 euros au centre équestre au regard des premiers lots attribués dans le cadre du marché global de travaux de restructuration de l'équipement. Il avait été alors précisé que la subvention pourrait être réajustée en fonction du coût global définitif des opérations de travaux. Aujourd'hui, les travaux sont achevés et ont généré un coût global définitif de 2 805 000 euros. Par conséquent, il s'avère nécessaire de verser au budget du centre équestre la somme de 235 000 euros, représentant le delta entre le coût prévisionnel et le coût définitif des travaux de restructuration pour les financer. Le conseil municipal est donc invité à verser une subvention de 235 000 euros au plus tard le 31 décembre 2021 afin de financer la totalité des travaux de restructuration réalisés sur l'exercice 2021. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions?
Unanimité, je vous remercie. Madame Eftekari, sur le point numéro 12, la convention d'objectifs. J'ai passé la 11, pardon, monsieur Slimani. La limitation de l'exonération de taxes foncières durant 2 ans en faveur des constructions nouvelles. À vous. Le 25 juin 1992, le conseil municipal votait la suppression de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au Code général des impôts pour les constructions nouvelles des locaux d'habitation non financés par des prêts aidés par l'État. Depuis le 1er janvier 2021, la commune peut toutefois, par délibération, déterminer un pourcentage d'exonération de la taxe par rapport à la base imposable. Il nous est proposé d'approuver la fixation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière à 40% de la base imposable sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation. Il est précisé que cette exonération permettra notamment de compenser les inconvénients subis par les nouveaux habitants lors de leur installation, inconvénients notamment liés au manque d'équipements publics. Ces dispositions s'appliqueront aux constructions nouvelles achevées à venir. Il nous appartient d'en délibérer. Merci, monsieur Slimani. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix et je vous en remercie. Abstention. Vote contre. Unanimité. Je vous remercie. Madame Eftekari, le point numéro 12, convention d'objectifs d'aide à la création artistique et versement d'une subvention. Bonsoir. La ville de Neuilly-sur-Marne est empreinte de l'histoire de la psychiatrie avec la présence sur son territoire de Villévrard et de Maison-Blanche. Soucieuse d'accompagner les projets artistiques qui s'inscrivent dans la transmission de son histoire et de son patrimoine, la municipalité a étudié avec attention la proposition portée par l'association Société d'études et de recherche historique en psychiatrie, la CEREP, en partenariat avec un photographe spécialisé dans la recherche de lieux d'histoire. Le projet consiste en la création d'une exposition sur le thème Rémanescence, les cris durs, qui retracera l'histoire de l'établissement public de santé de Villévrard. Pour contractualiser la production de cette création artistique, une convention a été rédigée pour définir les modalités de mise en œuvre de cette action. Vous avez pu en prendre connaissance avec la note de synthèse. Dans ce cadre, la ville s'engage à attribuer une aide financière de 5 000 € à l'artiste. Cela nécessite de prévoir une décision modificative au budget ville. Exercice 2021, pour inscrire en fonctionnement ladite subvention et procéder à un virement de crédit non prévu au budget. Il nous est donc proposé de valider les termes de la convention d'objectifs d'aide à la création artistique annexée au présent exposé et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. D'effectuer les écritures comptables nécessaires, procéder à l'inscription budgétaire précitée, d'adopter une décision modificative numéro 5 au budget ville, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé, d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 € à l'association La CEREP. Il nous appartient d'en délibérer. Merci beaucoup, Madame Eftekari. Y a-t-il des questions, des observations sur ce point? Non. Et je vous remercie pour cette présentation et pour ce partenariat. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, merci beaucoup. Le point numéro 13, donc la traduction des délibérations notamment précédentes. Monsieur Lepont, sur les décisions modificatives budget ville et centre équestre, exercice 2021 et versement d'une subvention à l'association CEREP qui vient d'être évoquée. Alors, sur le budget ville en fonctionnement, il s'avère nécessaire de procéder à quelques ajustements budgétaires en section de fonctionnement portant notamment en dépenses sur la participation de la commune au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et sur le chapitre 012, charges de personnel.
D'autre part, en complément de l'exposé relatif à la convention d'objectifs d'aide à la création artistique avec l'association CEREP, il est proposé à l'Assemblée d'inscrire dans cette section la subvention de 5 000 € attribuée par la ville dans le cadre du projet d'exposition retraçant l'histoire de l'établissement public de santé de Villévrard. Il convient de régulariser également les prévisions initiales de droits de mutation et des remboursements sur rémunération qui s'élèvent à 133 000 €. De plus, la commune a par ailleurs perçu des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation de l'exercice 2020, soit un total de 79 300. Vous avez le tableau d'affectation pour 212 300 € au total. Concernant les investissements, en investissement, il est proposé d'effectuer un virement de crédit pour le versement d'une subvention complémentaire au centre équestre relative au financement de la restructuration de l'équipement conformément à la délibération inscrite à l'ordre du jour de cette même séance, pour 235 000 €. Le conseil municipal est invité à se prononcer afin de procéder aux inscriptions précitées, d'adopter la présente décision modificative numéro 5 sur le budget ville, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé, et conformément à la délibération précédente, de verser une subvention de 5 000 € à l'association CEREP. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Il y a la suite. Ah, pardon. Ah oui, ça c'était sur le point A. Le budget centre équestre. Budget centre équestre. Le centre équestre doit se séparer de 3 chevaux ne pouvant plus être montés. Il s'agit de Québec, Banzai et Polo, pour lesquels il faut enregistrer les écritures de sortie d'actifs. Il est donc proposé au conseil municipal d'inscrire les dépenses et recettes pour 2 800 €. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci de nous faire voyager du Canada au Japon en passant par Polo, je ne sais où. Sao Paulo, tiens. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Non. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Eftekari, sur le point numéro 14, la remise des prix du conservatoire de danse pour nos prochains lauréats. Alors, le conseil municipal doit fixer les modalités d'attribution des remises de prix pour les élèves lauréats aux examens du conservatoire de danse. Ces examens ont lieu en fin d'année devant des professeurs venant d'autres conservatoires et des danseurs professionnels. Une récompense est attribuée aux lauréats en fonction de leurs résultats par la direction du conservatoire selon les mentions « très bien »,« bien »,« assez bien ». Les mentions passables ne sont pas récompensées. Les prix seront remis accompagnés d'un diplôme lors d'un spectacle de danseurs professionnels qui aura lieu le vendredi 15 avril 2022. 107 élèves sont récompensés de la manière suivante au titre de l'année scolaire 2021-2022. Nombre de lauréats, donc pour 42 élèves, très bien, 40 bien, 25 assez bien. Puis vous avez le tableau pour le détail. Il nous est demandé d'adopter les modalités d'attribution des remises de prix proposées. Nous pouvons en délibérer. Merci Rabia. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 15 qui sera présenté par Madame la Première Adjointe, Madame Amozic, sur la dérogation au repos dominical pour 2022. Bonsoir à tous. Le maire a la faculté d'octroyer des dérogations collectives au repos dominical, dit dimanche du maire. Il doit arrêter ce calendrier avant le 31 décembre de l'année en cours pour l'année suivante. À Neuilly-sur-Marne, 6 commerces ont transmis à la municipalité leur demande en joignant un calendrier pour l'année 2022. Picard, Auchan, Lidl, IPRU, Noroto, Chaussea, le Conseil national des professions de l'automobile et la galerie marchande Baobab. Pour information, ces enseignes ont sollicité des dérogations comprises entre 5 et 12 dimanches. Les syndicats de salariés et les syndicats patronaux et fédérations professionnelles ont donc été consultés. Compte tenu des demandes parvenues et de l'issue de la consultation des partenaires sociaux, il nous est proposé d'établir les dérogations octroyées par la ville sur le territoire communal selon les dispositions détaillées en annexe 1 de l'exposé. Enfin, lorsque le nombre de dimanches du maire excède 5, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la commune est membre, doit être saisi, à savoir la métropole du Grand Paris. Le Conseil de la métropole du Grand Paris rendra son avis sur le calendrier proposé par la ville
lors de sa séance du 17 décembre 2021, séance à laquelle j'assisterai d'ailleurs en tant que conseillère de la métropole. Et par la suite, un arrêté municipal fixera le calendrier des dérogations au repos dominical accordées par le maire sur la base des avis du conseil métropolitain et du conseil municipal. L'avis des élus du conseil municipal est ainsi sollicité. Merci Madame la Première Adjointe. Simplement pour précision, donc les différents secteurs d'activité sollicitent différents dimanches, mais de manière générale, donc on est à moins de 12, enfin on est à 12 piles. Les secteurs de la maroquinerie, de l'optique, les articles horlogerie, bijouterie, parfumerie, boulangerie, commerce de détail, produits pharmaceutiques, autres commerces spécialisés et l'alimentaire sollicitent surtout la fin d'année civile, donc principalement pour les fêtes de fin d'année. L'automobile et les chaussures, eux, sollicitent les dates correspondant aux soldes. Voilà, pour votre information à toutes et à tous. Y a-t-il des questions, des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 16 sur le recensement de la population en 2022. La commune prépare et réalise l'enquête de recensement visant à déterminer les populations légales sur la ville, ainsi que la possibilité de décrire les structures démographiques et sociales, de dénombrer et décrire les logements. Et ces recensements s'effectuent sur un échantillon d'adresses tirées d'une base qui provient elle-même du répertoire d'immeubles localisés. Pour rappel, en 2021, le recensement n'a pas pu être fait. Il a été annulé par l'INSEE en raison de la crise sanitaire. La prochaine session, j'espère qu'elle ne sera pas annulée pour les mêmes raisons. Donc elle se déroulera en principe du 20 janvier au 26 février 2022. Il y aura donc pour la ville de Neuilly-sur-Marne 7 agents recenseurs qui seront recrutés par la commune et donc ils bénéficieront de 2 demi-journées de formation ainsi qu'une tournée de reconnaissance sur la ville pour sonder quelques adresses du 3 au 20 janvier prochain. Et donc la ville reçoit de l'État une dotation forfaitaire pas très généreuse, mais elle est ce qu'elle est, 6 322 €. Et donc il est proposé donc il y a les primes qui sont détaillées, je ne vais pas toutes les lire, il y a une vingtaine de lignes, selon le nombre de logements recensés, la prime de qualité, d'assiduité, la prime de fin d'opération. C'est un travail qui est très important pour la ville parce que ça permet aussi de déterminer donc la population d'une part, le type de logement d'autre part, et de déterminer également la base sur laquelle nous recevrons des dotations. Donc je remercie par avance l'ensemble des agents parce que en plus la période n'est pas très facile, en termes de chaleur on a mieux et c'est un investissement très important de la part des agents et je tiens à les en remercier par avance pour la qualité de leurs travaux. On a généralement des agents très investis. Voilà, donc ces primes et indemnités seront versées aux agents recenseurs qui auront rempli les différents critères de satisfaction et d'assiduité qui sont déterminés. Il est proposé de se prononcer sur ce point. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie pour les agents. Monsieur Denis, l'actualisation du POS, donc le plan d'organisation et de surveillance des secours, de la piscine Plein Soleil. Bonsoir à toutes et à tous. Le 18 septembre 2019, le conseil municipal votait la mise en place du plan d'organisation de la surveillance et des secours de la piscine municipale Plein Soleil. Il s'agit d'un document réglementaire regroupant pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours. La piscine Plein Soleil étant un établissement de baignade d'accès public et payant, est donc dotée d'un POSS affiché au bord du bassin et dans le hall d'accueil. Depuis son adoption, il est apparu nécessaire de préciser l'obligation réglementaire de surveillance des bassins en ajoutant un article 3.1, obligation de surveillance, ainsi rédigé, comme vous avez pu en prendre connaissance dans le document qui vous a été envoyé. Je vais tout de même vous lire un extrait. La présence d'au moins un surveillant titulaire d'un des diplômes de maître nageur sauveteur est obligatoire. Un titulaire du BNSSA peut surveiller le bassin qu'en présence de ce dernier. De faciliter la mise à jour des horaires de l'établissement en les plaçant en annexe du document, ceux-ci étant susceptibles d'être modifiés en fonction des dates de congés fournies par l'Éducation nationale
et ou selon les modifications souhaitées par la municipalité. Il s'agit de pouvoir modifier le POSS sur cet aspect sans dépendre du calendrier des assemblées délibérantes. Il nous est donc demandé d'approuver l'actualisation du plan d'organisation de la surveillance et des secours de la piscine municipale Plein Soleil, tel que présenté ci-dessus. Il nous appartient d'en délibérer. Merci Monsieur Denis. Donc l'objectif c'est d'améliorer la qualité de service, de sécurité aussi à la piscine et non seulement après des aspects techniques à améliorer, il y a aussi les aspects réglementaires. Nous sommes toutes et tous très mobilisés pour que la piscine puisse continuer à fonctionner. Alors elle est pas adaptée à la ville de Neuilly-sur-Marne parce qu'elle est petite, elle est âgée, il y a des problèmes techniques récurrents et donc pour le moment en tout cas nous mettons tout en place pour que la piscine puisse fonctionner. Donc on en a notamment pour les scolaires et pour les associations et pour le public évidemment. On a eu l'occasion d'en parler avec les directeurs d'école et les parents d'élèves. Notre volonté à terme, comme on l'a pu l'exprimer dans le magazine de la ville, c'est d'arriver à un nouvel équipement qui regroupe à la fois piscine et patinoire, avec des transferts de flux, avec des économies d'énergie et surtout une qualité de service qui sera améliorée. Y a-t-il des questions, des observations sur l'actualisation du POS ? Non. Alors je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 18 que je vous présenterai donc sur les modalités d'organisation des astreintes et leurs modifications. Nous sommes amenés à nous prononcer sur la liste des services et des emplois qui sont concernés par la mise en place d'astreintes et notamment lorsqu'il y a des créations d'astreintes. Donc pour la sécurité, donc il y a déjà des astreintes qui sont mises en place pour la sécurité, l'exploitation de divers services, les ateliers, la voirie propreté, les sports, la police municipale, les crèches collectives et familiales. Et également, cela faisait partie de l'un de nos derniers conseils municipaux, enfin un peu plus tôt dans l'année, pour la direction des services techniques. Aujourd'hui, il est nécessaire de compléter la liste des services et des agents concernés par les astreintes de sécurité d'exploitation, notamment en intégrant les agents du CTE, donc du Centre Technique Environnement, qui sont en charge de l'entretien des bords de Marne. Parce que ceux-ci peuvent être appelés à assurer des astreintes en cas de survenance d'un événement majeur, tel qu'une crue de la Marne, par exemple, qui nécessiterait le déclenchement du PCS, le plan communal de sauvegarde que nous avions également affiné. Donc le tableau qui était présenté donc, précise les emplois concernés, donc agent d'entretien, donc équipe bord de Marne, j'en ai parlé, responsable technique, équipe bord de Marne également, et précise les modalités d'indemnisation également, qui sont indiqués, donc 22 € de l'heure pour la filière technique, 20 € pour les cadres quand le cadre d'emploi est hors filière technique, samedi, dimanche, nuit, avec des tarifications différentes. Vous avez le tableau, je vous laisse en prendre connaissance. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette délibération ? Aucune. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 19 sur le personnel communal et l'accroissement temporaire d'activité. Donc le service communication doit faire face à un surcroît d'activité, notamment en raison de plusieurs éléments. La mise à jour du site de la ville, l'amélioration des moyens d'échange avec les Nocéens et notamment avec la démocratie locale. Je profite au passage pour remercier toutes les personnes qui ont participé au conseil de quartier et qui bénéficient d'un accès en ligne. Et on a eu notamment la demande de créer une plateforme de vote participatif, en tout cas sur des mesures. Voilà. Donc tout cela nécessite du travail, la réalisation d'outils pour la présentation des équipements municipaux, notamment lorsqu'on vous demande des subventions assez importantes pour les JO ou autres. On a besoin de ces éléments-là. Et donc il est proposé de créer cet emploi pour une durée de 3 mois uniquement, et donc par voie contractuelle. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Très bien. Je vous remercie. Le point numéro 20 sur le personnel communal également, et donc la modification du tableau des effectifs. Donc les modifications prévues ont été présentées évidemment au comité technique.
Et je tiens à féliciter toutes celles et ceux notamment qui ont eu des avis favorables de la collectivité et de la CAP au titre de la promotion interne. J'ai eu l'occasion de le faire, et tous les autres aménagements et toutes les modifications du tableau des effectifs, qui toutes ont fait partie d'une présentation OCT, et il me semble, si je ne me trompe pas, que tout a été voté à l'unanimité. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 21, donc le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT, avec les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce point? Non. Il est proposé d'en prendre acte. Il en est pris acte et je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Soyez prudents. La crise sanitaire est présente, elle redouble. Donc nous mettons tous les efforts, nous déployons tous les efforts pour que la situation soit gérée le mieux possible. Encore une fois, je rappelle ce qui a été dit en début de conseil pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Après avoir fermé le centre de vaccination de Neuilly-sur-Marne, l'ARS nous accorde le fait de pouvoir ouvrir une autre solution vaccinale, toujours à Pagnol. Et donc nous y attachons avec les professionnels de santé, avec la ville de Neuilly-Plaisance qui nous avait également aidés, et l'ensemble des partenaires. Soyez très prudents, passez de très belles fêtes de fin d'année, et j'espère vous retrouver très bientôt sur le village de Noël avec l'ensemble de l'équipe municipale. Très bonne soirée, au revoir.